Rentrée. Donc, je considère la séance comme ouverte. Je vais faire l'appel. J'ai pas de crayon, t'as un crayon? Attends, bouge pas. Alors, Monique Baudry. Myriam Garot est absente et a donné pouvoir à Monsieur Verdon, sauf pour le point 2019-04-06. Je le rappellerai en temps voulu. Charles Berdol. Delphine Bézia, absente pour l'instant. Michel Biret est absent et a donné un pouvoir à M. Ogbon. Hervé Boisjol. Martine Bonnet est absente et a donné un pouvoir à Mme Baudry. Stéphane Bouillot. Marie-Christine Boutin est absente et a donné un pouvoir à M. Garon. Monsieur Gilbert Brianceau est absent et a donné un pouvoir à M. Berdol. Dominique Chartier. Adrien Dombal. Thierry Drouin est absent et a donné un pouvoir à M. Pétorin. Gino Fillonneau, absent et a donné un pouvoir à Mme Gaillard. Hugues Fourage. Leslie Gaillard. Présente également. Bernard Garon. Hubert Gingue. Ludovic Ogbon. Présent. Jean-Michel Lallaire, présent. Ghislaine Légeron. Jean-Paul Macor. Ariel Memeteau. Pierre-André Mettet. Philippe Mignet. Annette Moreton est absente et a donné un pouvoir à Jean-Michel Lallaire. Michel Naudet. Jean-Pierre Pétorin. Claudine Plaire. Elle est absente pour l'instant. Pardon? Ah oui. Christelle Roussillon. Elle va venir? Elle a un pouvoir, hein, madame aussi. Il y a un pouvoir? N'a pas. Il te l'a donné? Ah oui, d'accord, pardon. À monsieur Hubert Gingue, qui n'a pas vu, hein. Pardon. Sébastien Verdon. Présent. Et Isabelle Villemot est absente et a donné un pouvoir à monsieur Fourage. Voilà. Donc, vous avez reçu en milieu d'après-midi un point supplémentaire relatif à une motion. Faut pas oublier madame Trudeau. Pardon? Faut oublier madame Trudeau. Mais non, je vais citer. Lui. Non, tu n'as pas cité, non. Madame Trudeau. Ah oui, mais non, c'est Christelle Roussillon, ça. Trudeau, Christelle. Ah oui. Non, je sais pas. Mais non. Ah oui, j'ai inversé. Pardon. Christelle Trudeau. Non, j'avais inversé deux lignes, pardon. Alors, donc, en milieu d'après-midi, vous avez reçu un point supplémentaire relatif à une motion contre le projet de fermeture de la trésorerie de Fontenay-le-Comte, dont j'ai reçu le trésorier. Alors, donc, ce vœu, il est actuellement sur votre table. Et il a également été demandé, souhaité par Madame Chartier. Il me faut donc votre approbation pour l'ajouter à l'ordre du jour. Vu que vous mettez un vœu PS, on peut que d'accord. Voilà. Non, mais vous avez vu PS motion. Alors, je pense que là, vous commencez à prendre le vocabulaire qui est utilisé dans d'autres parties que le vôtre, monsieur le maire. Bah écoutez, si je vous ai fait plaisir, si on peut vous faire plaisir. Ah ben là, je pense que c'est la ainsi, chaleur. Hein. Point supplémentaire. Voilà. Merci. Alors ensuite, il est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau du Conseil, donc monsieur Jean-Paul Macor. Vous l'acceptez? Très bien, merci. Alors, donc décision prise par le maire, par délégation du Conseil municipal, sur le rapport de monsieur Ogbon. Merci, monsieur le maire. Alors, décision prise par le maire par délégation du Conseil. Donc, concernant les droits de préemption, 58 dossiers ont été traités entre le 1er avril et le 18 juin. Aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville.
Ensuite, vous avez un dossier relatif aux droits de préemption de fonds de commerce artisanaux et beaux commerciaux qui ont été déposés. Donc, aucun dossier là n'a fait l'objet d'une préemption. Pour information, il s'agit donc du magasin Scottage qui passe sous l'enseigne Bréal. Donc, c'est pas une fermeture, c'est un changement d'enseigne. Et puis, vous avez un nombre de décisions qui concernent essentiellement la jeunesse, Cassin et la vie associative. Et puis, une liste pour les concessions funéraires. Donc, il vous est proposé de prendre acte des décisions prises par le maire par délégation. Y a-t-il des observations ou des remarques? Madame Chartier. Il y a un dossier en fait qui fait l'objet d'un droit de préemption. Je ne sais plus où il est. Hop. C'est dans la deuxième page. Enfin, c'est une parcelle. Parcelle 337. Je peux vous le montrer. Parcelle 337. C'est, enfin, dans ce format-là, c'est sur la deuxième page, par là. Et pendant que vous cherchez, j'avais une deuxième remarque à faire. C'était en ce qui concerne les tarifs de l'école de musique. En fait, j'ai été surprise parce que je n'ai vu aucune modification concernant les tarifs de l'école de musique pour les Fontenaisiens et pour ceux qui ne sont pas Fontenaisiens. Donc, pour que les gens se rendent compte de la différence, pour un enfant plein tarif, il y a 250 € de différence et pour un adulte, 400 €. Donc, je voudrais savoir où en est la construction de l'école de musique communautaire. Vous parlez de différence par rapport à quelle tarification? Les tarifs des Fontenaisiens et hors Fontenaisiens. Oui. Voilà, donc ça fait 400 €. 400 € plein tarif pour un adulte. Oui. S'il prend formation musicale et instrumentale, voilà, des choses de base, voilà, ça fait 400 € de différence et 250 pour un enfant. Très bien. Sachant bien sûr qu'il y a des tarifs dégressifs suivant les revenus des gens. Mais... Oui, c'est ça. Alors, la prise de compétence de l'école de musique par la communauté de communes, normalement, se fera au 1er janvier 2020, avec une mise en application au 1er septembre 2020. Et c'est à ce moment-là, au mois de juin à peu près, que la nouvelle tarification sera connue. La ville a perçu une dotation, en fait, de 140 000 € là, cette année. Oui. Donc je pensais que ça allait avoir une incidence pour... il y aurait un geste de fait au moins sur les tarifs. Mais on va reporter, on va reconduire également donc, la participation en fonds de concours de la communauté de communes pour l'exercice 2019. 2019, oui. Oui. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune incidence sur les tarifs actuellement. Oui, oui, aucune incidence. Parce que les droits, c'est 150 € par exemple, les droits d'inscription, enfin les droits pour le fonctionnement de l'école de musique, 150 €. C'est en plus qui s'ajoute pour les gens, donc c'est des sommes importantes, quoi. Oui, oui, oui. Donc la nouvelle tarification sera connue aux environs du mois de fin juin, début juillet. Ah oui. Mais je pensais que voilà, il y aurait déjà un geste dès cette année pour eux, quoi. Avec du fait du geste de la communauté de communes. Oui, mais non. Évidemment, c'est un geste compte tenu du déficit qui est très important, mais c'est quand même une somme non négligeable, 140 000 €. La participation de la communauté de communes donc, par son fonds de concours, c'est justement pour prendre en charge les élèves qui sont hors périmètre de la ville et qui sont situés soit sur la communauté de communes, sur le périmètre de la communauté de communes, ou bien à l'extérieur, autre département. Oui, non, mais justement, c'est ce qui me surprenait, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences positives pour eux dès cette année. Non, voilà. C'est tout simplement ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je dis juste un mot. Oui, vas-y. Juste un mot, effectivement, vous avez raison, Madame Chartier, il y a eu une préemption. Il s'agit en fait d'une régularisation concernant la transfontenaisienne qui date de 2016. Donc voilà, c'est une régularisation notariale en fait. Puisqu'il y a eu une saisie immobilière du bien. À cause d'une saisie immobilière sur une partie du bien. Voilà.
surface. C'est une petite surface et le compromis avait été signé, la valeur est très faible. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu très important, c'était dans le cadre de la transfontaisienne. Voilà. Prendre acte donc de cette délibération et j'invite Monsieur Bouillot à faire la lecture de la délibération suivante. Ou tu souhaites que je le fasse? Oui, je vais le faire. Donc c'est juste un changement d'appellation, une mise à jour. Station d'épuration, convention des versements en matière de vidange GENET. Donc la station de dépollution La Plaine des Sports de la ville de Fontenay-le-Comte a été conçue et spécialement équipée pour recevoir les matières de vidange d'origine domestique. L'évacuation des matières de vidange en un point quelconque du réseau est interdite. La station de dépollution est capable de recevoir et de traiter des matières de vidange dans les limites d'un volume utile théorique de 30 m3 jour. Le dépotage des matières de vidange devra impérativement se faire dans l'ouvrage existant prévu à cet effet. Il appartient au délégataire de l'aménager à ses frais pour le rendre plus fonctionnel. Les dispositions techniques des dépôts de matières de vidange sont précisées par la convention tripartite entre la collectivité, le fermier et l'usager vidangère GENET. Donc la convention comporte notamment les obligations de la collectivité, du fermier et de l'usager vidangeur, la nature des versements, les clauses financières ainsi que les conditions de résiliation et de modification du règlement. Donc il est donc proposé au conseil municipal. Elle a été modifiée, la convention. Oui, je l'ai. Donc vous avez reçu aujourd'hui la convention légèrement modifiée de quelques erreurs. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la société GENET à déposer les matières de vidange à la station de dépollution de la Plaine des Sports, d'approuver le projet de convention modifié qui vous a été adressé aujourd'hui et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention tripartite et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur la convention éventuellement? Donc on a modifié, donc précisé les dates, corrigé les dates qui avaient été indiquées, notamment les nouveaux tarifs aussi, applicables au 1er janvier 2019 et rappeler les articles. Donc juste 2-3 précisions. Des remarques ou des observations? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Rapport suivant, Monsieur Pétorin. Il s'agit de géodétection et géoréférencement des réseaux éclairage public et signalisation lumineuse, SIDEV et groupement de commandes et l'adhésion à ce groupement de commandes. Au terme du groupement de commandes constitué en 2016 en vue de la passation d'un marché pour la géodétection et le géoréférencement des réseaux d'éclairage public, numéro 17013S, la consultation à l'OTI avait donné lieu à la conclusion de 9 accords cadres à bon de commande. 2 de ces marchés ont, par suite, fait l'objet d'une résiliation anticipée pour faute du titulaire. Il s'agit de l'accord cadre 17013S01, géolocalisation des ouvrages existants, lot numéro 1, secteur Est-Vendée, portant sur la réalisation de prestations de géolocalisation des réseaux souterrains, d'éclairage public et de signalisation lumineuse, non géoréférencés, en classe A, que chaque membre du groupement exploite. Il s'agit de l'accord cadre numéro 17013S04, géolocalisation des ouvrages existants, lot numéro 4, secteur Nord-Ouest Maine-et-Loire, portant sur la réalisation de prestations de géolocalisation des réseaux souterrains d'éclairage public et de signalisation lumineuse, non géoréférencés en classe A, que chaque membre du groupement exploite. La ville de Fontenay-le-Comte, impactée par ces résiliations, s'est rapprochée du SIDEV pour constituer un nouveau groupement de commandes coordonné par ce dernier en vue de la passation d'un nouveau marché. Un nouvel accord cadre à bon de commande est envisagé afin de constituer un groupement de commandes pour la conclusion d'un accord cadre à bon de commande ayant pour objet géodétection et géoréférencement des réseaux d'éclairage public avec le syndicat d'énergie du Maine-et-Loire, SIEML, et les communes de Fontenay-le-Comte et Roche-Servière. De décider que le SIDEV soit coordonnateur du groupement des commandes, de fixer le montant de la participation due par les membres dans la convention de groupement, d'autoriser le lancement par le SIDEV en qualité de coordonnateur du groupement d'un accord cadre à bon de commande pour une durée de 4 ans ferme selon la procédure d'appel d'offres ouvert européen ayant pour objet géodétection et géoréférencement des réseaux d'éclairage public.
Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte des résiliations anticipées des marchés numéro 17013 S01 et S04, du lot numéro 4, secteur nord-ouest Maine-et-Loire, intervenu dans le cadre du groupement de commandes constitué en 2016, suite à la délibération numéro 2015-09-2 du 24 novembre 2015, de décider d'adhérer au groupement de commandes pour la conclusion d'un accord cadre à bon de commande ayant pour objet géodétection et géoréférencement des réseaux d'éclairage public avec le syndicat d'énergie de Maine-et-Loire, SIEML, et la commune de Roche-Servière, de désigner le SIDEV en tant que coordonnateur du groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le marché géodétection et géoréférencement des réseaux d'éclairage public, si après annexé, et donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention. Voilà. Y a-t-il des remarques ou des observations? Donc nous passons donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Alors, rapport suivant, c'est le transfert de la compétence assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020 à la communauté de communes. Modalité de mise en œuvre. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. Là, il y a une répétition, là. Désolé, on perd du temps. Pardon? Mais je vois, oui, je vois, oui. Vous avez l'oreille aiguisée, fine, hein. La loi du 3 août 2018, en fait, c'était ça qui devait suivre, hein, est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant, d'une part, que les communes membres d'une communauté de communes peuvent s'opposer au transfert des compétences eau potable et ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté, représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci, s'opposent au transfert de ces compétences par délibération rendue exécutoire avant cette date. Les communes peuvent s'opposer au transfert de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles, dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie. Le transfert obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026 au plus tard. C'est la chaleur. Et d'autre part, que la compétence gestion des eaux pluviales urbaines n'est plus rattachée à la compétence assainissement des eaux usées et demeurera une compétence facultative des communautés de communes. En l'espèce, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée a, par délibération du 17 juin 2017, décidé d'inscrire dans ses statuts la compétence eau au sens de l'article L. 2224-7, 2224-7.1 du CGCD à compter du 1er janvier 2018, ce qui a été consacré par l'arrêté numéro 2017 DRCTAG 3-640 du 22 juin 2017 portant modification des statuts de la communauté de communes. Par délibération du 10 juillet 2017, décidé, suite aux avis positifs exprimés lors de la réunion communautaire décentralisée du 12 juin 2017, de lancer une étude préalable au transfert de la compétence assainissement, incluant initialement l'assainissement collectif et les eaux pluviales urbaines à l'échéance du 1er janvier 2020. L'étude menée par le groupement réunissant Gétudes, consultants, KPMG et Atlantique Juriste a porté sur la réalisation d'un état des lieux techniques, juridiques et financiers des modalités actuelles d'exercice des compétences sur le territoire, la réalisation des prospectives organisationnelles et financières pour le futur service communautaire,
Une analyse en cours des modalités de transfert de compétences et des scénarios de gestion envisageables à compter de la date du transfert. Ainsi, dans le cadre du transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la communauté de communes à la date du 1er janvier 2020, la communauté de communes se substituera automatiquement aux communes dans l'ensemble de leurs décisions et actes pour la gestion de l'assainissement des eaux usées. S'agissant des communes pour lesquelles la compétence est aujourd'hui assurée en régie directe, il est proposé la conclusion de marchés publics de services dont les effets débuteraient le 1er janvier 2020. Les contrats en cours, marché DSP, seront transférés à la communauté de communes et continueront à être exécutés jusqu'à leur échéance. Les biens mobiliers et immobiliers affectés à la gestion de la compétence et dont l'inventaire a été réalisé par le groupement réunissant les cabinets d'études, consultants KPMG et Atlantique Juristes seront mis à la disposition de la communauté de communes. Le personnel affecté totalement ou partiellement à la gestion du service par les communes sera transféré à la communauté de communes. Le principe étant que, de l'état des lieux effectué, il ressort qu'un seul agent, relevant aujourd'hui les services de la commune de Fontenay-le-Comte, pourrait potentiellement être concerné dans des conditions restant à déterminer. Les budgets annexes communaux assainissement seront clôturés au 31 décembre 2019. Les résultats de chaque budget annexe communal, excédent et déficit, seront conservés par les communes. Les modalités de convergence tarifaire seront définies collectivement en conseil communautaire sur la base d'une harmonisation à compter du 1er janvier 2022 dans une limite maximale de 10 ans à compter de la prise de compétence. Les programmes de travaux seront étudiés sur la base de la définition d'un schéma directeur d'assainissement menant à un programme d'action qui sera réalisé dès la prise de compétence effective. Pour l'année 2019, les communes s'engagent à solliciter l'accord préalable et express de la communauté de communes avant de lancer tout nouveau programme de travaux susceptible d'engager cette dernière après le 31 décembre 2019. Une instance de coordination composée de représentants des communes et de la communauté de communes sera créée au cours du second semestre 2019. La création de cette instance repose sur la volonté partagée de la communauté de communes et des communes de travailler conjointement au maintien d'un service public de qualité et de proximité. S'agissant de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, il est rappelé que celle-ci constitue une compétence distincte de la compétence assainissement des eaux usées et que son transfert à la communauté de communes n'est pas aujourd'hui envisagé. Après étude, la ville de Fontenay-le-Comte souligne que les coûts d'acheminement et de traitement des eaux du réseau unitaire sont déjà supportés par les abonnés fontenaisiens dans le cadre du contrat de délégation de service public en cours. En l'état, la ville de Fontenay-le-Comte souhaite transférer également la compétence entretien du réseau d'eau pluviale avec une refacturation à l'euro près et propose les conditions suivantes, à savoir une harmonisation du tarif et l'introduction d'une part fixe à partir de 2022 fixée à 5 € pour arriver en 2030 à 25 € à raison de 2,50 € par an et sur 8 ans, permettant ainsi de baisser le prix du mètre cube pour les abonnés de Fontenay-le-Comte pour le porter à 1,47 € au lieu de 1,75 € aujourd'hui. La refacturation à l'euro près du service de gestion des réseaux d'eau pluviale, la gratuité pour la ville du service gestion du réseau unitaire actuellement opérationnel à Fontenay-le-Comte en investissement et en fonctionnement qui collecte les eaux pluviales jusqu'à la fin du contrat de délégation de service public. Condition à pérenniser dans le contrat à venir. Un minimum de 700 000 € d'investissement annuel concernant les équipements dédiés au transfert des eaux usées vers la station d'épuration, y compris l'ensemble des prestations de terrassement et de revêtement de chaussées, ainsi que des équipements de traitement et de gestion quantitative des eaux usées sur le territoire fontenaisien correspondant à la redevance des abonnés.
il est proposé au conseil municipal d'accepter le transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée au 1er janvier 2020, de conditionner le transfert de la compétence assainissement des eaux usées à l'acceptation des points suivants par la communauté de communes du pays Fontenay-Vendée, à savoir une harmonisation du tarif permettant ainsi de baisser le prix du mètre cube pour les abonnés de Fontenay-le-Comte pour le porter à 1,47 au lieu de 1,75 aujourd'hui, ainsi que l'introduction d'une part fixe à partir de 2022 fixée à 5 € pour atteindre en 2030 une part fixe de 25 € à raison de 2,50 € par an et sur 8 ans. La refacturation à l'euro près du service de gestion des réseaux d'eau pluviale, la gratuité pour la ville du service gestion du réseau unitaire actuellement opérationnel à Fontenay-le-Comte, en investissement et en fonctionnement. On parle du réseau qui collecte les eaux pluviales jusqu'à la fin du contrat de délégation de service public, conditions à pérenniser dans le contrat à venir et un minimum de 700 000 € d'investissement annuel concernant les équipements dédiés au transfert des eaux usées vers la station d'épuration, y compris l'ensemble des prestations de terrassement et de revêtement de chaussée, ainsi que des équipements de traitement et de gestion quantitative des eaux usées sur le territoire fontenaisien, correspondant à la redevance des abonnés fontenaisiens, et de m'autoriser à signer la convention de gestion du réseau unitaire eaux usées et pluviales, à la condition que celle-ci stipule le principe de gratuité des charges de fonctionnement et d'investissement pour ce réseau unitaire. Désolé pour la longueur de ce rapport, mais il fallait. Avez-vous des remarques ou des observations sur ce rapport? Oui, donc ce dossier est de première importance par son impact environnemental et financier. Mais il n'est pas passé en commission de communauté de communes ni commission finances, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu. Ce dossier est d'une complexité extrême et a fait l'objet de 9 études. Jeudi dernier, vous nous avez invités, les deux oppositions, à une réunion avec le directeur des services. Et étant engagé ce même jour, j'ai proposé que soit reportée cette réunion à 20 h ou bien dans la journée. Une réponse négative m'a été communiquée. Combien de personnes autour de la table sont réellement informées sur le sujet? Il aurait fallu une journée entière d'information pour comprendre les enjeux. Dès 7 h ce matin, je m'y suis attelée et j'ai commencé par l'étude technique, ce qui n'était pourtant pas ma tasse de thé. Cependant, j'ai eu le sourire quand j'ai constaté que l'expert partageait nos interrogations quant au compte de Veolia. Donc je vous invite à lire ce rapport. Voici quelques questions. Dans le débat d'orientation budgétaire, Monsieur le maire, après très peu d'investissements jusqu'en 2017, vous avez décidé de remédier aux points noirs nombreux du service d'assainissement. 3,5 millions en 2019 et 1,5 million en 2020. Dans la délibération, il est prévu 700 000 € d'investissement pour la ville de Fontenay chaque année. Comment est-ce conciliable? Il est prévu aussi de renouveler seulement que 1% du réseau, ce qui est bien peu. D'ici 2022, est-ce que la gestion des réseaux d'eau pluviale nous sera refacturée? Nous avons obligation de développer notre réseau pluvial qui prendra en charge cet investissement énorme. Au final, nous aurons un tarif unitaire avec le supplément pour le traitement des eaux pluviales. 25 € de part fixe au détriment des petits consommateurs. Notre groupe est contre ce projet qui s'éloigne du citoyen, qui n'aura pas les moyens d'exercer un contre-pouvoir. Et l'assainissement, comme l'eau, font partie des biens fondamentaux et donc relèvent du service public et pour un coût bien inférieur. D'autres questions ou observations? Les Fontenaisiens qui ont reçu leur facture d'eau ont déjà pu constater les conséquences de l'adhésion à Vendéo. Une augmentation de l'abonnement par Vendéo qui va aller croissante pour atteindre à terme 65 €. Avec le transfert de compétences de l'assainissement non collectif à la communauté de communes, va se rajouter une augmentation de prix de l'assainissement compte tenu de la convergence des tarifs. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous étions abstenus lors du vote à la communauté de communes. Nous ferons donc logiquement de même pour cette délibération. Je voudrais revenir aux 65 € évoqués au début de mes propos.
Quand vous multipliez cette somme par le nombre d'abonnés, nous voyons aisément que c'est bien les Fontenaisiens qui vont payer l'usine de décarbonatation. Patrick Deauville a beaucoup travaillé sur ce dossier lors du précédent mandat. Nous avions retardé ce projet afin de constituer des réserves pour le financer et ne pas alourdir la charge des Fontenaisiens. Et ce n'est pas le passage à Vendéo qui aurait changé quoi que ce soit à ceci. Merci. Oui, monsieur le maire. Je pense que sur ce dossier, si je peux me permettre, rien ne coule de source. Et s'il y aura peut-être moins de calcaire dans les robinets, en tout cas, on pourrait prendre un vrai coup de calcaire sur la méthode et la façon de faire. Je m'explique. La délibération est rédigée d'une telle manière qu'on aurait presque l'impression que les Fontenaisiens vont y gagner. En tout cas, c'est ce que vous essayez de faire passer comme idée. Mais avec le lissage tarifaire, tel qu'il est programmé, les Fontenaisiens paieront plus cher. Comme ils payent déjà plus cher la facture d'eau. Je voudrais juste rectifier quelque chose sur la question de l'eau. Vous savez très bien que depuis le début du mandat, vous nous avez dit un certain nombre de choses. Je maintiens que le fait que la ville de Fontenay-le-Comte, et ça en quoi je rejoins tout à fait Dominique Chartier, que la ville de Fontenay-le-Comte est jusqu'à votre arrivée, et quelles que soient les majorités politiques, ce qui est à souligner, a toujours su maîtriser le coût de son eau, avait permis aux Fontenaisiens de payer moins cher que les autres. Vous allez me dire, je le sais, je connais votre rhétorique, que le secours en eau n'avait rien fait. Mais je voudrais, et j'ai relu effectivement les choses, je voudrais vous dire que le préfet ne nous a jamais mis en demeure et que toute la problématique était la tarification que Vendéo voulait faire à la ville de Fontenay-le-Comte dans le cadre du secours en eau. Mais pour ce qui est maintenant de cette compétence assainissement, dans la délibération, vous évoquez la convergence tarifaire sur une base d'harmonisation à partir du 1er janvier 2022. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, le 24 juin 2019, nous renvoyons à un peu plus tard, pas au calendrier grec, mais quand même, nous renvoyons des négociations et nous ne savons en aucune manière quel sera le tarif de l'assainissement à ce moment-là. Ce qui laisse quand même quelques doutes quand on voit le lissage et les convergences dans les tableaux qui ont été faits dans l'étude et qui montrent qu'il y aura une augmentation pour les Fontenaisiens, ce que vous ne mettez pas. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, vous dites dans la délibération un minimum de 700 € d'investissement annuel. 700 000, pardon. Et je vois que vous écoutez bien, Monsieur Verdon. Pardon, Monsieur Bouillot, excusez-moi, Monsieur Bouillot. Mais Monsieur Verdon me regardant avec un regard tellement tendre que j'ai cru que c'est lui qui me parlait. Ah, il me semblait bien. 700 000 € net, enfin 700 000 € d'investissement annuel. Ça, je vais vous dire, si la communauté de communes ne veut pas le faire, elle ne le fera pas. Donc c'est de l'esbrouf, c'est de l'illusion, c'est tout ce que vous voulez, en tout cas ce n'est pas la réalité. Et c'est un vrai problème. Ensuite, vous évoquez dans la délibération, ce qui a été évoqué aussi à la communauté de communes, une instance de coordination composant des représentants des communes et de la communauté de communes. Je pense qu'on est à une ère où la démocratie, y compris la démocratie participative, ça passe aussi par le fait que l'opposition puisse être représentée dans ces instances. À aucune manière, à aucun moment, nous pouvons être présents, que ce soit ici ou à la communauté de communes, dans ces instances de coordination qui vont quand même au passage gérer 700 000 € d'investissement ou qui pourraient gérer 700 000 € d'investissement pour la ville, nous serons présents. Ce qui pose quand même quelques questions. Donc face à ça, votre délibération
qui dit, en fait, je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est une politique de bras de fer que vous entamez avec la communauté de communes? Une politique de bras d'honneur? Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, vous nous demandez d'accepter le transfert de compétences, mais en même temps, vous le conditionnez, et Dieu sait, je ne sais pas si vous êtes devenus en même temps, ou simultanément, je préférerais peut-être, certains sont peut-être plus en même temps, mais simultanément, vous conditionnez ce transfert à un certain nombre de points. Donc, votre position, c'est quoi à la fin? Vous savez, quand on a dit un certain nombre de choses, puis qu'on est confronté à la réalité, ça sera quoi? Sachant que, aujourd'hui, et on a rappelé les règles de majorité qualifiée, il faut la moitié, il faut au moins 7 communes, si mes calculs sont bons. On est à 4. Allons-nous être la 5e? Allons-nous faire un lobbying pour refuser cette compétence? Ou est-ce que votre condition n'est pas une condition, et auquel cas vous allez laisser passer les choses avec, à terme, une augmentation pour les Fontenaisiens? C'est pour ça que, face à ça, eh bien, nous allons nous abstenir. Vous apportez quelques informations concernant, d'une part, le réseau d'eau potable, puisque vous avez commencé vos propos par l'eau potable à Fontenay-le-Comte. La ville de Fontenay-le-Comte a adhéré, bien sûr, à Vendéo, connaissant les conditions d'adhésion, hein, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un écart de tarification de l'abonnement. L'abonnement fontenaisien était proche de 24 €, alors que celui de Vendéo est proche de 85 €, et non pas 65. Avec un rattrapage la première année de 11 €, et ensuite, sur les années suivantes, 6 € par année. Pardon? Eh bien, le prix au mètre cube de Vendéo était inférieur à celui de la ville. Bon. Et pourquoi nous avons pris cette décision? C'est parce que la ville de Fontenay-le-Comte, vous le savez très bien puisque vous en avez parlé, n'était pas secourue en eau potable en cas d'interruption des pompages du Gros Noyer. C'est une réalité. Puisque aujourd'hui, il y a eu, au cours de 2 périodes, une interruption de pompage. Très récemment encore, il y a eu 3 semaines. C'est bien. Oui, mais le secours en eau existait certainement sur une partie de votre mandat, mais la canalisation desservant La Rochelle et distribuant plus de 3 millions de mètres cubes vers La Rochelle était oxydée, et donc il fallait... La Rochelle, d'ailleurs, a cessé de prendre de l'eau à Mervent, et donc elle était condamnée et abandonnée. Vous avez dû négocier que très peu, puisque nous avons repris les négociations, nous, en 2014. Vous qui avez l'habitude, excusez-moi, mais vous qui avez l'habitude de m'opposer un certain nombre de choses, voire des rapports scientifiques, demandez à ce moment-là au service de vous sortir des rapports, services financiers notamment, sur toutes les questions qui auraient été posées. Non, mais attendez. Les négociations qu'il y avait. C'est pas le sujet. J'essaie pas de dire que vous n'avez rien fait, monsieur, mais n'empêche que c'est nous qui avons... C'est nous qui avons adhéré à Vendéo, c'est pas vous. Bon, vous êtes d'accord? Bon, eh bien voilà. Bon. Alors maintenant, on est à l'assainissement. L'assainissement, aujourd'hui, vous avez un réseau total voisin de 143 km. C'est-à-dire réseau unitaire, réseau strict, réseau EU. Nous avons 44 km de réseau unitaire. Nous avons 33 km de réseau pur eau pluviale. Et nous avons 65 km d'eau usée stricte. Alors, vous avez vu qu'on refuse aujourd'hui de participer, comme le prévoyait la convention de gestion,
à l'investissement et au fonctionnement du réseau d'eau pluviale. Unitaire, oui, oui, oui. Parce que dans le transfert, le président de la communauté de communes souhaitait également gérer les réseaux d'eau pluviale stricts. Il y avait donc ces 33 km, plus 44 km de réseaux dans lesquels se déversaient des eaux usées et de l'eau pluviale. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on considère que le réseau, les 44 km, il faut les transformer en réseau d'évacuation d'eau pluviale et que parallèlement à ce réseau, la communauté de communes devrait réaliser 44 km d'évacuation pour les eaux usées. Et c'était justement ce transfert, cette amélioration de réseau pour lequel on nous demandait 30% de participation au financement et 46% de participation à l'investissement. Et aujourd'hui, tel que la délibération est rédigée, on s'oppose à participer à ce fonctionnement et à l'investissement. Tout simplement parce que 44 km à 1 000 € du mètre linéaire, c'est 44 millions. Et si on participe à 46%, c'est 20 et quelques millions d'euros. Alors, d'une part, on ne sait pas le délai que la communauté de communes va prendre pour effectuer ce transfert de tuyauterie. Donc, on a refusé complètement de participer au fonctionnement et à l'investissement, d'autant que la redevance qui est réclamée aux Fontenaisiens incorporait ces dépenses de fonctionnement et d'investissement. Voilà. Donc nous sommes uniquement d'accord sur éventuellement la part fixe, avec une progression dans le temps, et puis une modification du tarif qui normalement est à 1,75 et va progressivement être ramené à 1,47. Oui, 1,47. Et de toute façon, il faut partir du principe qu'en 2026, le transfert sera de toute façon obligatoire. C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que d'ici là, il y a le temps d'avoir des changements gouvernementaux. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passera en 2026, oui. Mais enfin, à mon avis, ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait des changements. Madame Chartier, donc votre observation concernant Veolia, le renouvellement du réseau Veolia, mais ça, c'est une condition qui sera maintenue jusqu'en 2021. D'accord. Pour les eaux pluviales, comment ça va se passer d'ici 2022 ? Alors, si vous voulez, au niveau des eaux pluviales, théoriquement, la gestion des eaux pluviales strictes aurait dû être prévue sur le budget général. C'est comme ça. Hein. Et donc, cette gestion a toujours été incorporée sur le budget assainissement, eau assainissement. C'est vrai. Bon, donc cette partie reste à la charge de la commune, dans tous les cas. Donc il va y avoir un supplément. Est-ce qu'on paye, on va payer la même chose qu'actuellement, plus un supplément dans l'immédiat? C'est-à-dire que cette partie de gestion des eaux pluviales reste à la charge de la commune, je peu comprends bien. importe le budget. Ça reste à la charge de la commune. Ce qui, par contre, serait à faire un appel de fonds supplémentaires, c'est la transformation du réseau unitaire en réseau séparatif. Oui, ça c'est ma deuxième question. Oui. Mais pour la première, pour moi, la réponse n'est pas claire. Je ne sais pas si c'est que je n'ai peut-être pas l'esprit clair ce soir, mais là, concrètement, en 2020, on va payer le prix habituel, Oui. plus les eaux pluviales. Puisque la communauté de communes va nous refacturer le traitement des eaux, enfin, de tout ce qui concerne les eaux pluviales. Oui, oui. Donc on va payer plus, concrètement. Oui, mais c'est le budget général qui, normalement, doit incorporer cette dépense. On va budgéter, effectivement, en 2020, donc la prise en charge à l'euro près des dépenses de fonctionnement du réseau strict. Donc on va payer beaucoup plus cher dès 2020, alors. On le paie déjà.
Non, mais on le paye déjà, mais là, on va payer le même prix, mais on va payer un service en plus. Dans l'immédiat, ça ne va pas changer pour nous, le prix qu'on va payer. D'ici 2022, on paye la même chose. C'est pour À ça la que nous, communauté on refuse justement de participer à ces frais de fonctionnement, puisque c'est déjà prévu jusqu'à 2021, c'est prévu dans la DSP. Je ne sais pas si c'est clair. Ah ben, non. C'est complexe, hein? Ah non, quand je dis complexe, je pense non, que... non, mais nous sommes tout à fait d'accord avec vous, Madame Mais Chartier. est-ce qu'il ne faudrait pas mieux prendre le temps de réfléchir davantage? Parce que ça me paraît quand même... je ne sais pas s'il y a autour de la table, s'il y en a beaucoup qui ont compris, hein, quand même. Hein. Moi, oui, je travaille dessus depuis 6 mois, alors je sais que c'est assez complexe. Je confirme que c'est complexe, surtout qu'il y a le côté environnemental. Si on voit le côté environnemental, avec l'esprit communautaire, les travaux à faire sur les réseaux d'assainissement collectif sur l'ensemble du territoire, c'est énorme, parce que ça ne se voit pas. Le problème des réseaux, eau pluviale d'ailleurs, et eau unitaire et séparatif, ça ne se voit pas. Quand il y a pollution, ça ne se voit pas. Et moi, je peux vous garantir que, bon, c'est vrai qu'il y a eu des travaux de fait depuis 2-3 ans. Dans le PPI, il y a des grosses sommes qui sont indiquées parce que c'est nécessaire, ce n'est pas des travaux inutiles, loin de là. Donc il y a le côté environnemental, il y a le côté financier aussi. Alors je réponds tout de suite à la question des eaux pluviales. C'est pourtant très simple. Dès que la signature de la convention de la gestion des eaux pluviales sera faite par le maire et par le président de la communauté de communes, eh bien, les travaux qui auront lieu sur un réseau d'eau pluviale sur la ville seront facturés, ça a été lu dans la délibération, à l'euro près. Si la signature est faite pour le 1er janvier 2020, mais ça sera le cas 1er janvier 2020, pris sur le budget général de la ville. Donc c'est simple. Pour l'habitant, ça ne change rien. Les tarifs habitants ne changeront pas entre le 1er janvier 2020 et 1er janvier 2022, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas confondre la facture de l'habitant avec le budget général de la ville de Fontenay-le-Comte. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est quand même les habitants de Fontenay aussi. Tout à fait, c'est tous les habitants. Donc, alors que la facture, c'est uniquement ceux qui sont à l'assainissement collectif, puisque tous les Fontenaisiens ne sont pas branchés sur l'assainissement collectif. Il y en a encore qui sont à l'ANC, l'assainissement non collectif. Un supplément. Supplément, on le paye déjà à la ville, de toute façon. Sauf que là, on va le payer, mais à la communauté de communes. Mais on le paye déjà. De toute façon, quand on fait des travaux à la ville, c'est le budget général de la ville qui paye les travaux sur les réseaux de 10 000 euros par an. 10 000 euros. Du budget assainissement jusqu'à présent. Alors, quand c'était sur les eaux pluviales strictes, on le prenait sur le budget général de la ville, sur le budget voirie exactement. D'accord ? Quand c'était réseau pluvial strict, je précise. Alors, je sais que c'est un sujet complexe. Je vais pas revenir sur les 700 000 euros d'investissement prévus au PPI, qui sont dirigés évidemment par l'instance de coordination. C'est évident que la communauté de communes ne fera pas des travaux sur une voirie à Fontenay-le-Comte si on n'est pas d'accord, si on n'a pas le budget pour refaire la voirie dessus. C'est évident que, comme son nom l'indique, c'est une coordination. Ils ne vont pas lancer des travaux sans nous consulter, c'est pas possible. Donc là-dessus, il faut être confiant, parce que sinon on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Et je vous rappelle, la communauté de communes, c'est les élus, c'est aussi des élus de la ville. Alors c'est vrai, tout le monde ne siège pas dans la commission à la fois environnement, où on a parlé de ce point-là, ni à la commission assainissement qui a lieu à la communauté de communes, tout le monde n'y siège pas. Déjà qu'à 15, c'est pas facile, si en plus on était 20, enfin je parle de la commission assainissement collectif à la communauté de communes. Voilà, c'est un sujet complexe, on travaille depuis 6 mois, 1 an dessus. C'est pas facile. Donc le seul point de blocage, c'est sur la convention de gestion des eaux unitaires. Ça c'est clair, ça va venir. Déjà on s'est mis d'accord avec les comités de communes sur à la fois la somme au PPI, à la fois sur les tarifs à partir du 1er janvier 2022. La commune de Fontenay-le-Comte est la seule à ne pas avoir de part fixe, ce qui à mon avis en 2022, quoi qu'il arrive, n'est plus possible. Tous les délégataires maintenant, à moins... partout en France, tous les délégataires ont une part fixe pour une question de sécurité, pour avoir une somme minimum pour faire des investissements sur le réseau. La part fixe, c'est nécessaire. Donc c'est une moyenne, cette part fixe de 25 € sur l'ensemble du territoire. Certains vont baisser, d'autres vont augmenter. Mais voilà, est-ce qu'on a l'esprit communautaire ou pas? Moi, j'estime que cette part fixe, elle est nécessaire. D'accord? Alors après, il reste beaucoup de travail à faire. C'est pas parce qu'on passe ces délibérations ce soir en conseil municipal que tout le travail est fait. Il y aura un gros travail jusqu'à la fin de l'année. Et même en 2020, tout ne sera pas réglé. Ça se fait sur un long terme, sur un très long terme, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des travaux de fait sur le réseau d'assainissement collectif, que ce soit le réseau unitaire, que ce soit... Il y a du travail à faire. Donc il faut des sommes en face, il faut des investissements, et puis il faut faire confiance à ceux qui travaillent dessus. Enfin, je pense que le contre-pouvoir est un droit. Et je pense que ça peut faire avancer aussi les sujets. Hein. C'est pas forcément de la contradiction systématique. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la part du délégataire, elle est inversée par rapport à la part de la collectivité. Le délégataire va être plus rémunéré dorénavant que la collectivité.
Ah, s'il y a un pourcentage, c'est inversé. Pour nous, en fait, on versera cette somme, enfin l'habitant, sa facture sera reversée à la communauté de communes. À charge de la communauté de communes de négocier avec le futur délégataire à partir du 1er janvier 2022, puisque ce sera à partir de ce moment-là, à chaque fin de DSP, ça sera relancé, ce sera à lui de négocier. Mais ce qui est sûr pour l'habitant de Fontenay-le-Comte, c'est les tarifs qu'on a indiqués. Alors ils sont ce qu'ils sont, progressifs, d'accord. C'est bien en 2030 que la part fixe sera 25 €, c'est indiqué dans les délibérations, le prix au mètre cube, il est indiqué, il est sûr. Ce qui par contre, c'est par rapport au délégataire, il ne sait pas le délégataire combien il recevra, parce que c'est la communauté de communes qui négociera. Indiqué dans les études, hein, les différents calculs et les pourcentages. Comme son nom l'indique, c'est une étude. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je trouve que vu la complexité du dossier, que ce dossier-là ne soit pas passé en commission, qu'on puisse le discuter avec les différents membres de l'opposition, je trouve ça vraiment incroyable. Hein. Parce que, monsieur... Et alors, qu'est-ce que vous auriez proposé, madame? D'abord, essayer de comprendre le dossier. Je ne voulais pas proposer, mais on a un droit à l'information, à essayer de comprendre. Ouais, je pense que vraiment tout le monde y gagnerait. Monsieur Dupas, qui a travaillé sur le sujet, comment? Il est venu présenter le sujet ici. Mais... On a travaillé encore avec lui. Non, mais on aurait pu faire une séance de travail commune sur ce sujet. Oui. Voilà. Vous savez très bien. Je pense que ça valait le coup. Monsieur Bouillot, vous parlez de confiance, mais la confiance, ça se mérite aussi. Et puis, vous pouvez aussi faire confiance à l'opposition dans l'autre sens. Non, mais justement, non, mais c'est juste pour dire que les arguments sont réversibles et reversables dans le système. Non, mais on est où? En fait, on est le 24 juin. Vous savez pertinemment que si au 1er juillet... 25, pardon. Eh oui, je raison de plus alors. Raison de plus. Vous savez très bien qu'au 1er juillet, si on n'avait pas délibéré, si on ne délibère pas, de toute façon, ça passe. Vous le savez bien. Donc on est là dans une... Vous dites, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, on est dans une politique de fait accompli. C'est tout. Moi, je vais vous dire, vous bloquez quoi? Est-ce que vous bloquez si vous n'avez pas les 700 000 € d'investissement annuel? Vous bloquez ou vous ne bloquez pas, monsieur le maire? Mais on bloque. Vous vous opposez. Est-ce que d'ici le 1er juillet, par exemple, est-ce que par rapport à la communauté de communes, parce que vous savez très bien qu'il en faut 2 autres communes si on dit non, est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on remet le dossier sur le tapis? Est-ce qu'on dit que ce n'est pas acceptable? Voilà des propositions. Est-ce qu'on fait une réunion en urgence à la communauté de communes parce qu'on dit que la ville de Fontenay-le-Comte n'est pas d'accord parce qu'à terme, il y a un risque? Voilà ce qu'on pourrait faire. Et moi, je suis porteur, je suis prêt à aller avec vous à ce moment-là. Oui. Voilà, si vous voulez des propositions. Et on y va tous. Non mais... oui, mais si vous voulez des... Non mais, pour l'instant, il n'y a pas d'instant. L'instant, il est que au 1er juillet, si on ne fait rien... Justement, on délibère aujourd'hui, on n'est pas le 1er juillet. Je vous dis que vous nous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis qu'entre le 25 et le 1er juillet, on peut peut-être faire quelque chose. Oui, d'accord. Mais... oui. Si vous baissez les bras tout de suite... oui. Non, mais je vais dire qu'il y a eu des bureaux d'études qui ont travaillé, qui ont mené une réflexion. Mais moi, vous savez, les techniciens, etc. Je les aime beaucoup. J'en étais un, j'en suis un encore. Mais il y a des moments où c'est le politique qui décide. Vous voyez? Et c'est le primat de la démocratie. C'est bien la raison. Justement. Et le politique aujourd'hui, vous dit non. Aujourd'hui qui vont décider. Non. Si. Parce que vous êtes en train de nous dire, c'est les techniciens, c'est les études, machin. Non. Premièrement, les techniciens, ils ont raisonné sur l'ensemble du territoire, et d'un. Deuxièmement, ils ont travaillé sur la convention de gestion liée à notre difficulté de réseau unitaire. Voilà. Et nous, pour l'instant, on a défini les conditions de notre accord. Investissement de 700 000 €, une part fixe progressive pour atteindre 25 € et une tarification qui va régresser de 1,75 à 1,47. Non, mais vous savez très bien que vous n'avez pas conditionné rien du tout. Vous savez très bien que si vous dites non et que si aujourd'hui il n'y a pas cette commune, de toute façon la compétence passera. Donc vous conditionnez rien du tout et vous n'avez pas du tout les moyens, ni économiques, ni politiques de faire ça. Non, mais il faut être clair. On n'a pas signé la convention. De toute façon, vous la signez. On la signera dans un second temps. Que vous la signez ou que vous la signez pas, le président de la communauté de communes, vous savez ce qu'il en fait? Je sais pas. Lui, il le sait, il était président. Ah oui. Vous savez ce qu'il... Vous savez ce qu'il va en faire? Il la déchire.
Ben, de toute façon, vous lui donnez la compétence, donc il fait ce qu'il veut, avec une majorité au conseil communautaire. Voilà, c'est tout. Et donc, toute cette délib, c'est du blabla, qui de toute façon ne permettra pas de faire un véritable lobbying vis-à-vis de la communauté de communes. Parce que si vous croyez qu'en conditionnant, comme on conditionne avec machin et un truc de bidule chouette, moi je vous dis, il vous attend, hein, tranquille. Vous êtes dans un couloir, et là, il se rétrécit, et à la fin, vous êtes chasseur, monsieur le maire. Oui. Ben là, vous êtes en ligne de mire. C'est vrai que je chasse le gros gibier, oui. Ben justement. Justement. Ne vous faites pas happer. Faites un pas de côté. Voyez? Mais c'est sérieux. Parce que là, de toute façon, il faut que tout le monde soit clair. On ne conditionne rien du tout. Et de toute façon, la communauté de communes, si on donne la compétence, fera ce qu'elle veut. Et vous le savez aussi bien que moi. C'est ça le fond du problème. Et que vous nous avez posé... Il y a et vous un nous minimum dites, de confiance aussi à avoir par rapport à nos collègues maires et conseillers communautaires. vous ne pouvez pas avoir un discours là et un discours ici. C'est-à-dire, ça me fait penser à certains qui font des beaux discours à l'étranger, puis quand ils font au niveau national, ils font d'autres trucs. Hein, c'est pas possible. Non, Je mais- pense qu'il y a une cohérence à avoir. De toute façon, c'est remettre le métier à demain, de toute façon. Il faut prendre cette décision aujourd'hui, qui a été mûrement réfléchie par rapport à l'ensemble des communes. Voilà. Donc moi, je vais maintenant vous proposer de passer au vote. On s'abstient, de toute façon, on continue notre... Et donc, ma dernière Bon, je sais question, même pas auquel je n'ai pas eu, semble-t-il, de réponse, par rapport à l'investissement pour le réseau pluvial, ce serait bien la ville qui le prendra en charge. Et non, c'est ce qu'on refuse. Comment... C'est ce que l'on refuse aujourd'hui, puisqu'on considère que le réseau actuellement unitaire nécessite la création d'un réseau parallèle qui, lui, serait considéré comme le réseau d'assainissement et qui doit être pris en charge par la communauté de communes. C'est clair ça, non? Non, non, c'est la philosophie. C'est la philosophie. Par contre, la dépense afférente au réseau strict, hein, qui représente de 10 000 ou 12 000 euros pour nettoyer les avaloirs, etc., ça reste sur le budget général. Vous voyez? Puisqu'on n'aura plus de budget assainissement de toute façon, on sera obligé de le prendre sur le budget général. Voilà, bon, alors, la soirée s'avance, donc on passe au vote. Alors, donc, j'ai compris. Compte tenu des éléments et après la discussion, on va voter contre. Contre la délibération, contre le système tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'il n'est pas du tout protecteur pour les Fontenaisiens et je ne suis pas sûr qu'il soit protecteur du territoire. Donc, compte tenu des éléments, le fait qu'on ne puisse pas non plus discuter et négocier avec la communauté de communes, on vote contre. À notre grand regret, parce que nous sommes pour l'intercommunalité, la solidarité, et qu'on ne vienne pas nous dire qu'on est contre ce système-là. On l'a prouvé maintes et maintes fois, que ce soit pour le PLU ou le PUI, ou d'autres dossiers, on a toujours montré qu'on avait un esprit communautaire et solidaire. Alors, nous passons donc au vote. Alors, qui est contre? Très bien. Qui s'abstient? Qui est pour? Vous comptez? Il y a les pouvoirs aussi, oui, bien sûr. C'est bon? Hein? Bon. Ah oui, Madame Gaillard, elle est partie. Bah, pour les eaux usées, c'est tout à fait adapté. Bon, c'est la chaleur. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Bon, voilà. Rapport adopté. Rapport suivant. Ah ben c'est moi. À nouveau. C'est ça. Non, c'est la recomposition de l'organe délibérant de l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'année précédente, celle du renouvellement général des conseillers municipaux, répartition des sièges. Alors, dans la
perspective des élections municipales 2020. Les communes et leurs intercommunalités doivent procéder au plus tard le 31 août 2019 à la détermination du nombre et à la répartition des sièges au sein du futur conseil communautaire. Ainsi, conformément à l'article L. 5211-6.1 du Code général des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de la communauté de communes sont dorénavant déterminés, soit librement par accord des 2/3 au moins des conseillers municipaux des communes membres, représentant plus de la moitié de la population de celles ou de la moitié au moins des conseillers municipaux des communes membres, représentant plus des 2/3 de la population de celle-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres, soit à défaut d'accord, selon les modalités prévues au paragraphe 2 et 6 de l'article 5211-6.1 du CGCT. Ainsi, le Conseil communautaire, en séance du 3 juin 2019, a proposé d'appliquer le droit commun. En effet, une application stricte de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002, augmenter les sièges attribués aux communes est de nature à apporter une proportionnalité suffisante au poids démographique de chaque commune membre de la communauté de communes du pays de Fontenay-le-Comte. Il est proposé de confirmer la proposition de la communauté de communes Pays Fontenay-Vendée, à savoir l'application du droit commun. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'appliquer la répartition de droit commun, de décider de fixer le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Fontenay et sa répartition comme suit. Répartition de droit commun. Alors là, j'ai un tableau qui laisse apparaître Fontenay-le-Comte avec sa population de 13 424 avec 17 sièges, Douai-les-Fontaines 1720 avec 2 sièges, Velluire-sur-Vendée 1375 avec 1 siège. Pardon ? Les autres ont un siège. Tu ne vas pas toutes les lister. Ensuite, toutes les communes donc ayant un siège, ce qui fait un total de 42 sièges pour une population de 35 161 habitants. Et de m'autoriser à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des remarques et des observations ? Non. Donc nous passons au vote. Qui est contre ? Monsieur Naudet. Qui s'abstient ? Donc, rapport adopté. Merci. Rapport suivant, statut de l'élu. Demande de protection fonctionnelle, Madame Garot. Alors, en dehors de la présence de Madame Garot, je vous expose donc le rapport. À l'occasion de la séance du 26 septembre 2017, le conseiller municipal a été amené à se prononcer sur le vote d'une subvention à l'association Fontenay-en-Seine, dont Madame Myriam Garot, adjointe au maire, était membre. Une procédure devant le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon a été initiée à l'encontre de l'élu pour prise illégale d'intérêt. Un appel du jugement du 8 avril 2019 a été interjeté. Par courrier du 15 juin 2019, Madame Garot, adjointe au maire, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et la prise en charge de ses frais, notamment d'avocat. Il appartient exclusivement au conseil municipal de décider de l'octroi de la protection fonctionnelle. La protection pénale comprend les frais de justice, mais pas la condamnation, compte tenu du principe de la personnalité des peines. L'existence d'une faute personnelle détachable des fonctions d'élu local exclut toutefois celui-ci du bénéfice de la protection juridique. La ville n'est pas tenue d'atteindre à l'issue des poursuites juridictionnelles engagées pour répondre à la demande. Il est donc proposé au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle de la ville de Fontenay-le-Comte à Madame Garot, adjointe au maire,
d'accepter la prise en charge sur le budget de la ville des frais et honoraires, notamment de l'avocat assurant la défense de ses intérêts, sous la limite que le montant des honoraires facturés ou déjà réglés ne soit manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier, et sous la limite du montant de la prise en charge par l'assurance de la ville, de solliciter l'intervention de l'assurance de la ville sur ce dossier pour la prise en charge des frais et de m'autoriser à signer les actes à intervenir. Oui. Madame Chartier. Oui, donc au Conseil de septembre 2017, nous avions fait part de graves questions que soulevait cette association avec des incohérences, voire plus, au niveau des statuts. Donc c'est un droit, effectivement, mais nous nous abstenons. C'est parce que c'est un droit que nous votons. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Chartier? D'accord. Rapport adopté, merci. Bon, Madame Garot. Rapport d'activité pour l'année 2018 concernant la SEM Vendée Expansion Communication. Donc l'article L 1524.5 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales donc prévoit que les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport annuel qu'il y aurait soumis par leurs représentants au conseil d'administration des sociétés d'économie mixte. Donc il est proposé tout simplement de prendre acte du rapport annuel pour l'année 2018 de la SEM, la SAEML Vendée Expansion. De prendre acte de ce rapport. Merci. Il n'y a pas d'observation? Non. Rapport suivant, donc, concernant le personnel communal, modification du tableau des effectifs. Alors, donc, considérant que les missions et les compétences techniques des agents de ville évoluent en fonction des besoins des services, considérant les besoins au service action sociale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs. Alors, en fait, il y a la suppression d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe de 34 heures pour le transformer en adjoint administratif principal de deuxième classe de 35 heures, temps complet. Avant, c'était le temps non complet. Voilà. Donc, je vous demande de m'autoriser à signer les actes afférents. Y a-t-il des observations? Ce qu'il eût aimé, c'est d'avoir le tableau complet. C'est-à-dire le tableau modifié suite à la délibération du dernier conseil municipal. Et théoriquement, il devrait être. Ben oui, parce qu'autrement, ça veut dire que la délibération n'est pas exécutable, exécutoire. Ce sera dans le prochain tableau général. Mais vous savez que normalement, vous devez nous donner le tableau à chaque fois que vous faites une délibération. On aurait dû avoir le tableau. C'est ça qu'il dit, Michel.
2 subventions exceptionnelles, vie associative et sportive. On va commencer par le sport. L'association Terpsichore, dans le cadre de la participation de 12 danseuses aux rencontres nationales prévues en juillet prochain à Montluçon, on sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la ville. Donc après discussion en commission, on a décidé de leur attribuer 600 € lorsqu'elles nous auront donné un bilan définitif de leur manifestation. Et autrement, budget sport, l'association Danse et Vie dans le cadre d'une manifestation prévue à René Cassin-Lagare du 15 et 16 juin, donc c'est déjà fait. On sollicite une subvention exceptionnelle auprès de la ville et on a décidé d'attribuer 1 500 €, donc retirés au budget vie associative. Donc on demande au monsieur le maire de prendre toutes ces mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Monsieur le maire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention monsieur Minier, qui a pris la précaution de nous dire que pour Terpsichore, c'était au vu du bilan. Ce que monsieur Naudet n'aurait pas manqué d'ailleurs de lui faire remarquer, hein, vous le savez bien, spécialiste de la question. Si monsieur Minier veut effectivement attribuer la subvention au vu du bilan, il faut le mettre dans la subvention. C'est tout. Sinon, cette remarque ne servira à rien. Ben, vous avez la réponse. Vous savez que je suis tout oui quand il s'agit de vos propos. Mais très bien. Bon, nous passons donc au vote. Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Naudet. Et donc, rapport adopté. Merci. Vous n'aimez pas la danse, monsieur Naudet? Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, rapport annuel 2018. Madame Légeron. Merci, monsieur le maire. La loi du 13 mai 1991 a institué la dotation de solidarité urbaine, DSU, comme concours financier de l'État aux communes dans une logique d'équité sociale et territoriale. En application de son article 8, la ville ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice écoulé, présente au conseil municipal un rapport qui retrace les actions de développement social urbain effectuées et les conditions de leur financement. Donc le rapport était joint. Il vous est donc proposé, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour 2018. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Madame Chartier. Donc, cette dotation de solidarité urbaine s'élève à 350 436 000 €, subvention dont le montant a un rapport direct avec le profil des habitants de Fontenay-le-Comte qui subissent la précarité. Cette dotation a augmenté de 24 776 €, plus 7,65%. Dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, pour les mêmes actions, le bilan indique 404 049 € cette année contre 244 552 l'an passé. Comment se justifie une telle différence pour les mêmes activités? Par ailleurs, la subvention versée au CCAS a diminué de 50 000 € en lien avec la fermeture du service d'aide à domicile et au non-versement de la subvention au foyer Les Trois Portes, que j'ai découvert au dernier conseil. Comment peut-on justifier le non-versement de cette subvention alors que cette structure accueillait des jeunes en situation de grande précarité et même de handicap avec des besoins d'encadrement importants? Il faisait partie du public prioritaire. En lien avec cette dotation, est-ce que l'on imagine le coût humain et social de telles situations? Est-ce que le personnel et les bénévoles ne se sont pas sentis abandonnés par une telle décision? On peut se réjouir par ailleurs de la diversité des aides proposées, tout en s'en demandant pourquoi certaines baissent. Par exemple, le transport solidaire assuré par des bénévoles, il y a 34 nouvelles personnes contre 47 l'an passé.
l'accès au centre aquatique, 134 personnes pour 1 522 € contre 152 l'an passé pour 1 254, un coût de 1 254 €. Là encore, je ne comprends pas très bien pourquoi, quand il y a plus de demandes, ça coûte moins cher. 10 secours ont été accordés, un nombre stable mais invraisemblable par rapport aux besoins. Il n'y a pas de chiffres concernant les tarifs sociaux pour la cantine, l'accès à la programmation de la ville ou au transport urbain, ni non plus pour les tarifs sociaux de l'école de musique, dont je me réjouis. On se réjouit également de la variété des aides accordées. Il serait intéressant que le CCAS nous fasse un bilan de son action et que l'on connaisse les barèmes qui pourraient peut-être expliquer le nombre très faible de secours accordés, à moins que ce soit le montant du budget alloué. Voilà, le versement de la subvention au foyer des Trois Portes en situation critique est coupable alors que la DSU était augmentée de plus de 7%. Alors, Mme Chartier, concernant les secours, vous dites qu'il y a peu de secours, effectivement, mais les secours, ce sont les personnes qui viennent nous voir, qui ont besoin effectivement d'être aidés dans leur démarche ou dans des factures impayées ou par exemple pour éviter une coupure d'électricité ou des choses comme ça. Mais ce sont les personnes qui viennent. S'il y a 10 secours, c'est parce qu'il y a 10 personnes qui sont venues nous demander de les aider. Alors, est-ce que ce sont On ne peut pas les inventer. sont... Mais des barèmes de quoi? Il n'y a pas de barème. Vous n'avez pas de barème pour attribuer les secours? Un secours. Une personne va venir voir l'assistante sociale en lui disant, voilà, j'ai des difficultés, on va me couper l'électricité, et j'ai une facture, un reste à payer de 500 €. Bien, la commission de secours se réunit et on décide, au vu des éléments qu'a obtenu l'assistante sociale, si effectivement on peut aider la personne qui le demande et si elle n'a pas d'autre moyen de payer sa facture. Je vais vous donner juste un exemple. Une facture d'EDF qui reste à payer et à côté de ça, dans la famille, il y a des abonnements téléphoniques pour 2 téléphones pour 250 €. Donc dans ces cas-là, on va plutôt demander à la personne de baisser son abonnement téléphonique et ainsi elle pourra poursuivre le paiement de ses factures d'EDF. Par exemple. Et dans ce cas, donc, ça veut dire qu'il y a des refus. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus? Au vu des budgets qui sont présentés à l'assistance sociale, il y a effectivement parfois des refus. Parce qu'ils peuvent réussir à régler leurs factures impayées en aménageant, en reconsidérant, oui, leur budget. Il y a des refus de temps en temps, oui, comme celui que je viens de vous dire là. C'est la personne qui a 2 abonnements à 250 € les abonnements téléphoniques, on va lui demander plutôt de regarder les abonnements téléphoniques un peu moins chers pour pouvoir payer son électricité. Et Madame Légeron, donc j'avais trouvé des différences au niveau des coûts qui étaient un peu surprenants, avec moins de participants, des coûts plus élevés, par exemple, ou 200 000 € de différence pour les actions en faveur de la jeunesse. Comment ça peut s'expliquer? C'est dans quelle rubrique, Madame Chantier, s'il vous plaît? Contrat enfance jeunesse. En fait, j'ai comparé avec le bilan de l'année dernière pour voir l'évolution. Hein, oui. Et donc, j'ai vu 200 000 € de différence pour le contrat, pour tout ce qui tournait autour de l'enfance et de la jeunesse. Et les mêmes actions. Donc, 200 000 €, c'est pas une petite différence. Quoi. Ça dépend des aides qu'on a obtenues, ça dépend de... Non, mais oui, les contrats enfants-jeunesse, ils bénéficient aussi d'aides de temps en temps. Et si dans les actions menées, eh bien, il n'y a pas eu, les actions n'ont pas été acceptées validées par l'État, dans ces cas-là, on n'obtient pas les subventions demandées. Donc forcément, les budgets baissent. Sinon, en ce qui concerne le foyer des jeunes travailleurs, vous savez qu'il était en difficulté. Donc on a versé les subventions, comme on faisait tous les ans, en 3 fois. Et puis, le dernier versement n'a pas été fait puisqu'ils étaient en liquidation.
Donc c'est comment je veux dire, le tribunal qui a demandé que tout paiement cesse, puisque en fait les paiements que nous faisions, c'était uniquement à fonds perdu, puisque c'était pour payer la dette. Donc on a attendu que la liquidation soit faite, et donc la différence, elle se trouve là. Mais sinon, Madame Chartier, il y a un rapport, effectivement, qui est édité tous les ans. Donc, si vous voulez, je me tiens à votre disposition. Je peux même vous le commenter, vous l'expliquer si vous voulez. Mais dans ce rapport, tout est clair, rassurez-vous, hein, et tout s'explique. Je ne doute pas que ce soit clair, mais si les éléments que vous aviez dans le rapport n'étaient pas clairs et que vous avez eu besoin d'éclaircissement, il y a un rapport complet. Et puis, je me tiens à votre disposition. Si vous voulez, on le lira ensemble. Alors donc là, je vais présenter donc la motion contre le projet de fermeture de la trésorerie de Fontenay-le-Comte. Alors dans un rapport du 6 juin 2019 qui s'inscrit dans le cadre de la réforme intitulée « Nouveau réseau de proximité des finances publiques », le ministère des Finances et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, a annoncé que les services déconcentrés de la DGFiP à l'échelle locale vont être réduits de plus de moitié en France. Ce projet de réforme, élaboré sans concertation avec les élus locaux, concerne la trésorerie de Fontenay-le-Comte. Sachant que l'amélioration du service à l'usager et l'efficacité de l'action publique doivent être des priorités à l'échelle locale, la fermeture de la trésorerie de Fontenay-le-Comte serait préjudiciable à la bonne information et au suivi des dossiers des particuliers et occasionnerait un éloignement inacceptable de la DGFiP par rapport à notre bassin de vie. Le choix de transférer l'accueil des particuliers et la gestion comptable des collectivités des secteurs de Fontenay-le-Comte, de la Châtaigneraie, Vendée-Sèvres-Autizes, Saint-Hermine, Chailly-les-Marais à Luçon aurait des conséquences négatives pour la ville, centre et notre bassin de vie. De même, il est envisagé de regrouper à La Roche-sur-Yon les services de publicité du département et de ne conserver à Fontenay-le-Comte que les services fiscaux à destination des entreprises. Par conséquent, nous nous opposons au projet de fermeture de la trésorerie de Fontenay-le-Comte qui porterait un lourd préjudice aux services publics en milieu rural. De même, il nous apparaît important de conserver dans notre commune les services du trésor public existants, alors que Fontenay-le-Comte est l'une des 2 sous-préfectures de la Vendée et ville-centre du sud Vendée. Nous sollicitons auprès de M. Fuentes, directeur départemental de la DGFiP Vendée, de faire remonter nos revendications et désaccords notre désaccord total auprès de M. Darmanin. Alors, il y a j'ai demandé donc à M. Fuentes de venir présenter le projet devant le bureau ou le conseil communautaire très prochainement. Pardon ? On sera invité ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Non, mais le bien sûr n'est pas de courtoisie. Il est Non, réel. Il est réel. Non, parce que, de toute façon, on va le voter. On est complètement d'accord. C'est là ce que je disais tout à l'heure, vous savez, monsieur le maire. On entend des discours, des fois. C'est pour ça que moi, je préfère. Vaut mieux dire simultanément, mais des fois, on n'est plus dans la cohérence. Monsieur Darmanin, ministre des Comptes publics, a annoncé très récemment qu'il allait renvoyer des fonctionnaires des administrations centrales dans les services déconcentrés, c'est donc dans les départements. Ça, c'était une annonce il y a une quinzaine de jours dans Ouest France. Puis la réalité, c'est après le discours, il y a la réalité maintenant. C'est comme ça. La réalité, c'est cause toujours, je te supprime les services et il n'y aura plus rien à Fontenay-le-Comte. Si on fait le bilan depuis 2017, juste un petit bilan, on a
plus du tout de perspective par rapport à la prison. Nous n'avons plus, nous avons des doutes sur la question du tribunal d'instance. Sur la question de l'hôpital, on voit que l'État n'a pas forcément joué le jeu et l'accord qui a été fait est un accord très mauvais au regard du personnel et notamment la pressurisation du personnel à l'hôpital. Et maintenant, nous avons la question des services, enfin des finances, services fiscaux, services des finances, du trésor public, et ainsi de suite. Si on regarde sur une échelle qui n'est pas si vieille que ça, il y a 25 ans, juste pour que nos concitoyens comprennent bien les choses. Il y a 25 ans, il y avait une recette des finances à Fontenay-le-Comte. Il y avait une recette des finances. On a perdu la recette des finances. Il y avait une Banque de France. On a perdu la Banque de France. Oui, mais on ne peut pas... J'entends bien, mais dans ces cas, ne votez pas la motion, madame. Soyez cohérente. Ben, vous faites ce que vous voulez, mais ne m'interrompez pas à ce moment-là pour dire des choses sur lesquelles vous allez voter contrairement. Donc on est bien dans un double discours. Et je pense, monsieur le maire, que monsieur Fuentes et toutes les qualités qu'il peut avoir en tant que directeur départemental des services fiscaux, si on peut le solliciter, moi je demanderais, plutôt que le solliciter, nous sollicitons auprès de M. Fuentes, directeur, de faire remonter, nous demandons, parce que soyons un peu plus fermes dans notre demande, carrément de revoir, demandons de faire remonter nos revendications et notre désaccord total, et demandons carrément l'arrêt du projet au ministre. Il faut aller jusque-là. On est contre. On demande... Demander à ce qu'ils viennent présenter le projet, je pense que c'est déjà accepté en partie. Vous savez, moi je sais bien comment ça se passe, vous savez comment ça se passe, et vous le savez aussi bien que moi. Ils vont aller consulter les parlementaires qui ont dû rien dire, parce qu'on en est là, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si on dit quelque chose, si le parlementaire dit quelque chose, on regarde. C'est comme ça que la trésorerie de Chailly-les-Marais, je le tiens, qui veut le voir, c'est comme ça que la trésorerie de Chailly-les-Marais est restée en place. Elle était restée en place parce qu'il y avait une intervention à l'époque ferme, c'est pour le moins qu'on puisse dire, et que effectivement, s'il n'y a pas de réaction, on y va, et on va, c'est la blitzkrieg, si je peux me permettre de le dire, et on y va très vite. Donc il faut dire non. Et non au projet, et c'est pas un désaccord total, c'est le refus et le renvoi. Alors, pourquoi j'ai demandé à M. Fuentes de venir présenter son projet, c'est de manière à ce que la communauté de communes puisse réagir de manière plus efficace auprès du ministre, c'est comme vous le disiez, sachant que toutes les communes seront informées, auront la même information, donc on pourra faire une réponse commune, un désaccord total. Voilà ce qui est envisagé. Maintenant, il peut y avoir d'autres solutions. Juste une question. Oui, bon. On peut effectivement regrouper l'ensemble des conseillers municipaux de toute la communauté de communes. Mais c'est possible. Pourquoi pas? On va réserver qu'à ça, puis on va faire une grande réunion d'information. C'est climatisé, monsieur Fourage. Oui, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans la délibération. Allons. En ce qui concerne l'accueil des particuliers, d'après les documents que j'ai vus et de mémoire, j'avais vu qu'il n'y en avait qu'à La Roche et à Châlons. Alors, ça vérifie, je sais peut-être que je me trompe, puisque moi j'avais retenu ça quand j'avais vu le tableau, qu'il n'y avait plus que ces services-là n'étaient qu'à Châlons et à La Roche. Donc, vous voyez, d'où une information plus précise par M. Fuentes, quoi. Voilà. Ah bon. Parce que, pour l'instant, M. Viguier nous a donné cette information. Maintenant... Parce que j'ai vu un tableau, moi, j'avais vu...
Je vérifierai, puis je vous confirmerai. Oui, d'accord, tout à fait. Il y a un petit point pour... Alors, ah oui, madame, monsieur Boisjol, par rapport à... Vote. Alors, donc, tout le monde est pour ce vœu, alors. Pardon ? Plus ferme. D'accord. Oui, une finale. Et on transmet le vœu, même que ce soit celui de la ville de Fontenay, on le transmet directement à monsieur Darmanin. Hein ? On est d'accord. Indépendamment de la communauté de communes. Pardon ? Oui, d'accord. Oui, pas d'accord. On a compris. Voilà. On va même écouter M. Boisjol. Oui, Madame Chartier, le précédent conseil, vous étiez étonné d'un montant de facture sur l'église Saint-Jean. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui vous avait interpellé sur ce montant de facture, mais vous vous étiez exprimé publiquement en ce conseil, en vous étonnant d'un montant de facture sur la toiture Saint-Jean. Non, parce que je me suis pas. C'est pas par rapport au montant des factures, c'est par rapport à la procédure qu'il y a eu avec le préfet. Et après, j'ai eu des éléments financiers et que je dois reconnaître que j'ai pas pris le temps d'étudier encore, mais je compte bien le faire pour comprendre ce qui s'était passé. Alors, effectivement, il y a eu comment pourrait-on dire, peut-être une petite erreur de procédure dans le sens où la formulation de notation de prix a été retenue la formulation qui était la plus proche de l'estimation de l'architecte ou du maître d'œuvre. Donc, il y a eu rectification, effectivement, parce que le contrôle de la légalité s'en est ému, et il y a eu deuxième appel d'offres, qui a fait qu'à ce moment-là, ça peut paraître un peu curieux, celui qui était le moins 10 ans a monté de plus de 20% ses prix. Alors, peut-être qu'il y avait eu quelque chose, c'était en même temps très bien qu'il y ait eu ce rappel, parce qu'autrement, on aurait peut-être eu des catastrophes. Voilà. Je considère les séances est levée. Merci de votre participation. Et on se retrouve donc au mois de juillet. Quelle date ?